jungle amazonienne, un des milieux naturels les plus riches de la planète. De l'épaisse voûte forestière jusqu'au sol gorgé d'eau, l'Amazonie fonctionne comme un immense organisme. Un organisme composé d'une étonnante variété d'espèces animales et végétales, dont la plupart n'existent pas ailleurs et dont beaucoup ne portent pas encore de nom. Ici, dans la forêt de la montagne de Caux, en Guyane française, comme partout en Amazonie, à chaque instant des animaux naissent ou meurent, se guettent, se poursuivent, se craignent, s'évitent ou s'ignorent. Un enfer vert pour certains, un paradis végétal pour d'autres. En tout cas, un univers dans lequel la nature, comme toujours, met tout en œuvre pour assurer la survie des espèces. Chacun passe constamment de la quiétude à la peur. Chacun peut manger et être mangé, puisque telle est la loi de la jungle. Et cependant, ici comme dans la savane, il y a toujours une espèce qui ne craint personne. Qui donc est le maître incontesté de cette forêt? Serait-ce le jaguar, le plus noble félin du continent? Peut-être, mais alors, le jaguar doit partager son territoire avec des êtres bien plus féroces que lui. Des fauves à 6 pattes, les terribles fourmis légionnaires, les écitons, des fourmis nomades. Sur le sol, au pied des arbres gigantesques, une armée est en marche, forte de plusieurs centaines de milliers de guerriers, ou plutôt de guerrières, des Amazones, toutes sœurs les unes des autres et toutes filles d'une unique mère, leur reine. Cette horde a pour seul but de débusquer des proies et de les tuer. Mais il ne s'agit pas d'un acte gratuit. Elles ont près d'1 million de bouches à nourrir. Les écitons utilisent une tactique offensive éprouvée, celle du rouleau compresseur. Un énorme bataillon se répand brutalement dans la forêt, sur 20 mètres de front. Cette vague de guerrières surprend quantité de petits animaux. Seuls ceux qui ont une solide carapace ou peuvent s'enfuir très vite échapperont à une mort certaine. Ces fourmis, nées pour tuer, réagissent instantanément aux sollicitations tactiles. Plus la proie se débat, plus elle excite l'agressivité instinctive du commando et attire de nouvelles assaillantes. Très rares sont les insectes qui, une fois assaillis, arrivent à fuir cette armée en campagne. Chez les fourmis, comme chez la plupart des insectes, les comportements sont innés, déterminés par une programmation génétique. Ce n'est pas le cas des mammifères. Ce petit jaguar âgé d'à peine 2 mois vit encore dans le giron de sa mère et il lui faut tout apprendre. Toucher, sentir, écouter, goûter et peu à peu s'approprier son domaine. Pour l'heure, il est en pleine leçon de choses, pas en leçon de chasse. Mais les autres habitants de la forêt ignorent cette distinction. Pour le paresseux, l'odeur des fauves qui approchent commande de regagner la cime des arbres. Et au plus vite, si possible, car la femelle jaguar vient de flairer sa présence.
Laisser son petit, seul, même un court instant, n'est jamais sans risque. Surtout qu'il n'a aucune conscience du danger et s'intéresse à tout ce qui bouge. Dans un habitat aussi hostile, il est bon d'avoir sa maman derrière soi à chaque instant. Mais l'apprentissage de la vie ne va pas sans mauvaises expériences. Le jeune jaguar devra en faire quelques-unes pour savoir au moins de qui se méfier. Pas d'apprentissage pour les fourmis légionnaires. Dès leur naissance, elles savent ce qu'elles ont à faire. Exécuter journellement les mêmes tâches selon un rythme qui ne varie pratiquement jamais. La matinée est consacrée à la chasse. Au fur et à mesure, les proies sont ramenées vers la colonie. Le premier souci de ces guerrières, l'efficacité dans l'action collective. Bien que sœurs, elles ne sont pas toutes de la même taille. Les petites ont des mandibules coupantes, les grandes des mandibules pointues. Ces accessoires de formes différentes facilitent la capture et le transport des proies. Aux heures chaudes, les écitons mettent fin à leur razzia et prennent le chemin du retour. Pour ces fourmis nomades, ce sera bientôt l'heure du déménagement quotidien. Dès lors, les insectes n'auront plus à craindre les fourmis légionnaires, mais d'autres dangers les guettent. Le calicromin a la chance d'avoir une carapace très coriace. Et la néphile, qui n'a aucune envie de s'y casser les dents, lui laisse la vie sauve. En fin d'après-midi, tout est calme sous la canopée. Mais cette quiétude ne saurait durer. Le déménagement des écitons a commencé. Au même moment, le petit jaguar se réveille de sa sieste et musarde sur son territoire. Étrange découverte que cette colonne grouillante qui scinde en deux son terrain d'aventure. Ce défilé ne s'arrêtera donc jamais. Le jeune Candide vient de vivre sous les yeux de sa mère, toujours attentive, une nouvelle expérience. Expérience enrichissante sans doute, mais sacrément cuisante. Les écitons sont munis d'un dard et d'un venin redoutable, et elles n'hésitent pas à s'en servir, surtout quand elles ont à défendre le bien le plus précieux après la reine, la génération montante, le couvain. Les larves arrivent au terme de leur développement qui dure à peine 3 semaines. À ce stade, elles ne supporteraient pas la chaleur et c'est pourquoi les ouvrières attendent la fin de l'après-midi pour les transporter. Rapidité, efficacité, la sécurité du couvain ne dépend que de cela. La colonie tout entière concentre son énergie sur un seul point, la vélocité.
Des milliers de fourmis construisent avec leur corps des marchepieds, des passerelles, des tapis, des ponts pour faciliter le déplacement des porteuses. Aucune de ces images n'est accélérée. À leur échelle, ces fourmis font parfois des pointes à 150 km/h. Il faut trouver, avant la tombée de la nuit, un nouveau lieu où bivouaquer. Il y a des créatures qui, au contraire, attendent le crépuscule pour entrer en action. Si certains, comme le calichroma, épargné par la néphile, cessent toute activité, d'autres partent en quête de nourriture sous le couvert de la nuit. Une quête qui n'est pas sans danger, mais chacun a ses armes pour repousser l'ennemi. Il faudrait toujours se méfier des proies les plus alléchantes. Elles portent souvent en elles une arme dissuasive redoutable. Cette chenille sécrète un liquide détestable. La menthe religieuse va la prendre à ses dépens. La chenille est sauve. La menthe, elle, évitera désormais tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à cette créature infecte. De nouvelles colonnes de fourmis se sont mises en marche dans le sous-bois. Cette forêt ne connaît donc jamais de répit. Y aurait-il une autre espèce de fourmis barbares qui hante les nuits amazoniennes? La nuit voit enfin sortir de leur torpeur ceux qui, le jour, recourent au camouflage pour se protéger. Le crapaud, travesti en feuilles mortes, la sauterelle, déguisée en feuilles vertes. À croire que les fourmis sont encore plus nombreuses la nuit que le jour. Il en est de monstrueuses, telles ces Paraponera de 3 cm. Quelques piqûres seulement peuvent être mortelles pour un homme. Cette menthe religieuse est sans doute prévenue, car elle se garde bien d'y toucher. Quant aux fourmis rouges, elles n'ont pas un regard pour cette sauterelle joliment dodue, trop occupées, semble-t-il, à transporter leur curieux fardeau. En fait, ce ne sont pas des guerrières, mais d'inoffensives fourmis végétariennes, des fourmis atta, des coupeuses de feuilles. Celles qui font la découpe sont assistées par des congénères plus petites chargées de chasser les mouches parasites qui viennent pondre leurs œufs sur les feuilles. Tous les végétaux intéressent les fourmis atta. La diversité de leurs récoltes n'a d'égal que la richesse végétale de la forêt. Contrairement aux fourmis légionnaires qui déménagent tous les jours, les fourmis atta sont sédentaires. Donc elles suivent toujours les mêmes chemins. Des lieux de récolte à leur fourmilière souterraine. Depuis des années, à chaque passage, elles jalonnent leur parcours de phéromones, des sécrétions odorantes qui jouent le même rôle que les panneaux indicateurs sur nos routes. Avec ce système de marquage, les fourmis atta ont constitué un véritable réseau d'autoroutes au cœur de la forêt. Diligentes, infatigables, elles sont douées en plus d'une force herculéenne qui leur permet de transporter 40 fois leur propre poids. Cette capacité s'explique
les insectes possèdent les plus grosses fibres musculaires du règne animal. Et l'endurance de ces fourmis est à l'image de leur force. En une nuit, des arbustes, voire des arbres entiers sont entièrement défoliés. Parvenue à l'entrée du nid souterrain, chaque porteuse est relayée par une équipe d'ouvrières qui la soulage de sa charge et elle repart en zito. Ce superbe ballet silencieux ne prendra fin qu'au lever du jour. Près du bivouac des Écitons, les fourmis ne sont pas encore très actives. Les unes ont attendu les premiers rayons du soleil pour se chauffer. Les autres se désaltèrent dans les gouttes de rosée. Pour beaucoup d'insectes, la journée commence par un brin de toilette, chacun selon sa technique. Les reptiles, eux, se contentent de l'indispensable bain de soleil. Sous les tropiques, la chaleur monte vite. En quelques minutes, tout le monde est réveillé et prêt à l'action. Toutes les fourmis à tas ont regagné leur cité à 1 mètre sous terre. Mais bien qu'elles se soient activées toute la nuit, ce n'est pas encore l'heure de se reposer. Les coupeuses de feuilles travaillent dans leur jardin souterrain. Si elles rapportent chaque nuit plus de 10 kilos de feuilles, ce n'est pas pour les manger. Tous ces végétaux sont hachés, mâchés, broyés en un compost sur lequel les fourmis cultivent des champignons. Et ce sont ces champignons qui servent de nourriture aux ouvrières et aux larves. Le couvain est élevé sur les lieux de production, une centaine de chambres disséminées dans la cité souterraine. Ce sont les ouvrières qui ramassent de petits paquets de fibres mycosiques pour les porter à la bouche des larves. Les fourmis à tas sont de tailles très différentes, ce qui permet, là encore, une meilleure répartition des tâches. Les plus petites peuvent atteindre les moindres recoins des champignonnières. Les plus grandes jouent le rôle de vigiles, surveillant les diverses galeries et les entrées du nid. Pour le petit jaguar, une nouvelle journée commence aussi. Il a bien avancé dans l'exploration de son domaine. Même la rivière lui est déjà familière. Très bons nageurs, les jaguars adorent l'eau. D'ailleurs, ils chassent souvent à l'affût au bord des rivières, innombrables dans leurs forêts. Pour l'instant, il ne pense pas à manger, mais plutôt à jouer. Il sait bien qu'au bord de l'eau, on peut faire des rencontres passionnantes.
Malheureusement, ceux qui pourraient faire de bons copains sont parfois bien peu coopératifs. Ah, enfin quelqu'un qui voudra peut-être jouer à chat. Excité mais teigneux celui-là. Pincé n'est pas joué. Finalement, le gros caillou à pattes était plus drôle. Revenons à nos écitons. Le jeu ici, on ne connaît pas. Chaque matin, on part chasser. Et si l'on trouve alentour des nids de fourmis installés dans des branches mortes, on n'hésite pas à piller. Les larves, c'est nourrissant et facile à transporter. Et puis, pas besoin de les tuer. Ce genre de razzia a l'avantage de fournir de la chair fraîche pour plusieurs jours au cas où il pleuvrait, car la pluie rend la chasse impossible. Devant cette horde de pillardes, même le serpent corail rebrousse chemin. Pourtant, de tous les reptiles de la forêt amazonienne, c'est lui qui possède le venin le plus puissant. Mais une telle arme ne vaut rien face à des ennemis miniatures. Pour certains, la fuite serait trop dangereuse. Mieux vaut essayer de se fondre dans le décor. Pas de mouvement, pas de vie, puisque c'est le stimulus tactile qui prévaut chez les écitons. Ce criquet l'a sans doute compris. Le calichroma, lui, est incapable de rester immobile. Il faut toujours qu'il remue une patte ou une antenne. Et sa gestuelle n'échappe pas aux fourmis. Au sol, la troupe des légionnaires avance, inexorablement. Pour l'instant, la proximité du danger n'empêche pas notre calichroma de suivre son idée fixe, qui est du reste sa seule raison de vivre, trouver une compagne pour se reproduire. Posté sur un tronc mort de balata, l'arbre nourricier de sa larve, il guette l'arrivée d'une femelle et se moque bien des fourmis. Certains ont eu plus de chance que lui, mais la patience finira par payer et la providence par lui apporter une partenaire. Hélas, la concurrence est si rude qu'il n'arrivera pas à ses fins et le danger est désormais trop proche. Les colonnes de fourmis légionnaires ne terrorisent pas tout le monde. Certains oiseaux les suivent même avec intérêt, dans l'espoir d'attraper au passage les insectes en fuite, voire de dérober furtivement aux écitons une de leurs victimes. Parmi les opportunistes, il y a aussi ceux qui attendent patiemment que les as du camouflage commettent l'erreur fatale, le mouvement révélateur. C'est le cas du serpent liane. Ce lézard a trahi sa présence en se jetant sur un criquet. Il n'en faut pas plus pour éveiller l'attention du serpent et son appétit. Un lézard farci au criquet,
ça vaut la peine de soigner la manœuvre d'approche. Perdu. Le festin sera pour une autre fois. Ce nouveau raid, qui a duré près de 4 heures, a fait au moins 1500 à 2000 victimes. Mutilés, dépecés, les insectes sont acheminés vers le bivouac par une partie de la troupe. Et la horde continue d'avancer. Une sauterelle semble faire fi du danger qui la guette, se croyant à l'abri sous son camouflage. Un youle, sorte de mille-pattes aux sécrétions nauséabondes, sauvera sa peau malgré un début d'attaque. La sauterelle a eu tort de vouloir fuir. Elle a atterri au milieu d'une cohorte en marche et en se débattant, elle a concentré sur elle toute l'ardeur des attaquantes. Brusquement, la chasse prend fin. Aucun chef n'a ordonné le repli et pourtant, en quelques minutes, la troupe fait demi-tour. Un mouvement s'amorce à contre-courant. C'est probablement le soleil, proche du zénith maintenant, qui a déclenché la retraite. La chaleur montante risque de dessécher les proies avant qu'elles ne soient livrées au bivouac. Qui plus est, le soleil risque de faire disparaître les phéromones que chaque fourmi dépose sur son chemin afin de baliser la route pour les suivantes. Le bivouac, le voici. Un énorme amoncellement de fourmis. Plusieurs centaines de milliers de guerrières sont agglutinées là, protégeant la reine et le couvain, installés au cœur de la structure. Le butin du jour est partagé entre tous les membres de la communauté, ouvrières et larves. Aménagé au pied d'un arbre géant, ce bivouac est parfait par temps sec. Seulement, la saison sèche tire à sa fin et un orage approche. Les guerrières vont être obligées de chercher un abri pour les larves qui sont maintenant au tout dernier stade de leur développement, dans la phase délicate du tissage du cocon. Après une brève inspection des lieux, elles optent pour cette cavité souterraine. Répondant à un élan instinctif, les ouvrières entament aussitôt le transfert du couvain. Alors que la pluie commence à traverser le couvert forestier, en quelques minutes, grâce à une énergique mobilisation, une annexe du bivouac se forme sous terre. Une véritable nurserie, où les larves peuvent commencer à tisser leur cocon sous la surveillance de leurs aînés. Sous les tropiques, les averses sont souvent aussi brèves que soudaines.
Le soleil brille déjà de tous ses rayons sur le bivouac. Alors que les chasseresses, surprises par la pluie, commencent à revenir au nid, sous terre, la plupart des larves achèvent de tisser leur cocon. La pluie est probablement le pire ennemi des écitons. Trop forte ou trop longue, survenant pendant une razzia, elle peut empêcher les ouvrières parties à la chasse de retrouver le nid. Car dès que le marquage odorant est effacé, les fourmis n'ont plus aucun moyen de se repérer. Il n'est pas rare à la saison des pluies de voir de petites colonnes de fourmis légionnaires errer dans l'espoir de croiser la route de leurs congénères. Pour cette fois, la pluie n'aura pas fait trop de dégâts, mais elle a servi d'alerte. Le gros de la troupe part déjà à la recherche d'un nouveau lieu de bivouac mieux abrité. Au pied de la grappe des citons, dans la nurserie, un événement rare vient de se produire. Une fourmi plus grosse que les autres est sortie de son cocon. C'est une jeune reine. Elle commence à émettre des phéromones de souveraine. Odeur qui incite les ouvrières à lui prodiguer des soins particuliers. Les reines en lice ne se battent pas au corps à corps comme chez les abeilles. Le combat, plus subtil, se fait à coups de phéromones. Chacune des deux reines, de son côté de la colonie, essaie d'attirer à elle le plus possible d'individus. Mais il est déjà l'heure du déménagement. Les 3/4 de la colonie précèdent les deux reines qui avancent à bonne distance l'une de l'autre, invisibles sous leur garde rapprochée. Des vigiles sont postés sur l'ensemble du parcours. Le droit de préséance est observé. La reine-mère devance sa fille. Mais les migrations quotidiennes lui ont abîmé les pattes. Elle n'avance plus très vite, si bien que son cortège est peu à peu talonné, puis rejoint par celui de sa rivale. La proximité des deux souveraines et le mélange des odeurs royales affolent les escortes qui s'arrêtent brusquement. C'est la panique. Mais les légionnaires craignent que cet arrêt ne mette en danger leur génitrice. Les vigiles affluent de toutes parts. Des mandibules se dressent, menaçantes. Les reines sont immobiles, totalement recouvertes par une marée de gardes en furie. Le jour décline. Il est urgent de se remettre en route pour installer le prochain bivouac avant la nuit. La jeune reine a maintenant dépassé son aîné et va de l'avant. Nouveau mouvement de foule pour accompagner son cortège. L'immense grappe se disloque. Une grande majorité des fourmis semble avoir choisi sa favorite, la nouvelle reine.
Une foule importante accompagne maintenant la nouvelle reine et vient grossir son cortège qui progresse de plus en plus vite. L'insecte qui a le malheur de s'approcher du cortège est aussitôt oxy. Sur le passage de la troupe, pour hâter le mouvement, des ponts se forment et se défont. Derrière, il est trop tard maintenant pour poursuivre la route. La dernière cohorte de fidèles rebrousse chemin avec la vieille reine vers le campement d'hier encore proche. La reine-mère n'a plus qu'à faire le bilan de cette nuit fatidique. Autour d'elle, une cour réduite au 15e de ce qu'elle était. C'est sans appel. La nature a donné à la princesse prétendante les meilleurs atouts pour assurer la pérennité de la lignée. Si la vieille reine en a encore la force, elle constituera une nouvelle génération et la colonie se repeuplera. Si elle meurt, toutes les ouvrières qui l'entouraient mourront aussi. De nuit comme de jour, que l'on vive seul, en couple ou en colonie, pour assurer la pérennité de l'espèce, il faut assurer la survie des gènes. Chacun s'y emploie à sa façon. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, une seule reine porte en elle les gènes de plusieurs millions d'individus. Le zèle des ouvrières n'a qu'une raison d'être, nourrir les nouvelles générations, afin d'assurer à la souveraine une cour assez nombreuse pour la servir et la protéger. Les Essitons ont à leur tête une autre reine, mais leur programmation, elle, n'a pas changé. À peine réveillés, les voici sur le pied de guerre, en chasse, comme chaque matin. Certains sont trop contents de se trouver sur leur chemin. Cette iguane, par exemple, va enfin être débarrassée des parasites qui lui collent à la peau. L'escadron parvient bientôt près de l'arbre sous lequel s'enfoncent les galeries qui donnent accès au nid des fourmis Atta. À l'entrée, des sentinelles sont déjà attaquées par les premières éclaireuses. Quelques dizaines de guerriers envahissent les galeries. Une odeur d'alerte émise par les sentinelles Atta les précède. Sous terre, c'est l'affolement. À 1 mètre de profondeur, la première champignonnaire est envahie. Les Essitons cherchent évidemment des proies à capturer, mais elles ne trouvent ici que des moisissures et des fourmis jardinières, immangeables. Les Atta comptent sur les gardes, les éléments les plus vigoureux de la colonie, pour défendre leur territoire. Et ces colosses engagent le combat. Brutal, inégal. Tout d'abord, les Essitons semblent avoir le dessus. Elles sont en surnombre et armées de dards. Les gardes Atta, eux, n'ont que leurs mandibules, mais ils s'en servent comme de puissantes cisailles. Nombre d'assaillantes sont décapitées, hachées, tandis que des défenseurs succombent aux injections du venin.
Les fourmis à tas ne doivent qu'à leur géniale organisation de n'être pas entièrement pillées. Leurs larves sont réparties dans une centaine de chambres disséminées dans la fourmilière. Les écitons n'ont pu accéder qu'à une ou deux de ces chambres et capturer seulement quelques dizaines de nymphes. Et comme les gardes défendent vaillamment celles-ci, le butin sera vraiment maigre. Les écitons doivent se rendre à l'évidence, ce pillage n'est pas rentable. Celles qui n'ont pas été attaquées remontent peu à peu à la surface, laissant derrière elles une masse confuse de cadavres et d'agonisants. Dehors, le gros de la troupe progresse toujours. Un gros mégasome qui ne tient pas à rejoindre la longue liste des victimes espère se protéger en disparaissant sous les feuilles. Il ne trouvera le salut que dans une fuite éperdue. Que devient pendant ce temps le futur seigneur de la forêt? A-t-il enfin appris à chasser? Non. Apparemment, il en est encore à chercher des compagnons de jeu. Pas facile de détourner l'attention d'un coati occupé à chercher de la nourriture. Mais le petit jaguar a appris la persévérance. D'abord, afficher ses bonnes intentions, montrer que l'on veut vraiment jouer, qu'il n'y a pas de danger. Le coati a l'air d'avoir compris. La maman qui faisait sa toilette n'a pas vu le début de la scène. Elle s'est décidée à se lever pour faire la leçon à son rejeton. D'abord, on ne joue pas avec la nourriture, c'est une règle d'or. Et puis, il serait temps qu'il réagisse comme un grand, qu'il écoute son instinct de chasseur, qu'il apprenne à devenir un vrai fauve, bien féroce. Un vrai fauve. Ce n'est pas encore pour aujourd'hui. La colonie des Citons qui a changé de reine est maintenant à l'apogée de son cycle. En cette fin d'après-midi, c'est une communauté de près d'1 million de fourmis qui s'apprête à nouveau à déménager. Les nouvelles ouvrières sont toutes sorties de leur cocon et ont rejoint leurs aînés, toutes sœurs les unes des autres, de la jeune reine à la dernière née des guerrières.
1 million de fauves? Ou un seul et unique fauve, la colonie? Telle pourrait être la question, mais avons-nous le droit d'appliquer aux fourmis légionnaires un tel cliché? De les taxer de férocité alors qu'elles font preuve de tant de solidarité et d'abnégation pour la survie de leur lignée? Ce serait peut-être céder, une fois de plus, à la tentation de projeter sur les communautés de fourmis nos comportements d'humains. Ces nomades guerrières ne tuent que pour vivre et survivre. Contentons-nous de méditer sur cette simple réalité et d'admirer le savoir-faire de la nature. Une nature qui, au fur et à mesure que le bivouac s'amaigrit, nous dévoile les structures impressionnantes des passerelles de fourmis. Faut-il applaudir leur talent d'architecte ou de trapéziste? Les suspentes de leur construction tiennent par la seule force de quelques ouvrières. Une nature qui, lorsque la nourriture est assez abondante, fait apparaître une génération de mâles ailés. Les seuls membres de la colonie qui, le soir venu, quitteront leur immense famille pour voler vers d'autres nids et féconder d'autres reines, à seule fin d'assurer le mélange des patrimoines génétiques. Une nature qui sait transformer de redoutables guerrières en une foule immobile, capable de former un tapis, un passage à pied sec sur lequel le gros de la troupe avancera sans se mouiller. Une nature qui admet que ces petits coléoptères rouges puissent berner les féroces écitons et vivre à leur crochet. Une nature qui nous prouve à chaque instant que du jeune jaguar entièrement novice aux fourmis guerrières parfaitement programmées, chacun a sa place sur l'échiquier de la vie. Quant aux fourmis coupeuses de feuilles, à peine troublées par l'attaque qu'elles ont subie, elles ont décidé de nous transmettre un message à nous autres humains. Peut-être faut-il comprendre que si l'homme persiste à vouloir toujours changer le cours naturel des choses et à modifier son environnement, le déséquilibre qui s'ensuivra le conduira inévitablement à sa fin. Et les fourmis, elles, n'auront sans doute aucun mal à lui survivre.